Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre table ronde élevage résilient, concilier carbone, performance et bien-être animal. Donc, je suis Anaïs Zimouche, fondatrice de The Advice et mon objectif est de créer un lien entre le client et son entreprise et l'adhérent et son association. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer cette table ronde en présence de Maëva Algrin de chez Timac Agro. Bonjour. Bonjour. Donc tu interviens sur les solutions dédiées à la production animale, notamment en nutrition et complémentation. Et tu portes une approche intégrée, sol, plante, animal, au service de la performance durable. Tout à fait. Il y a également sur le volet technique André Le Gall, donc expert scientifique et technique sur le système élevage et performance durable. Et à ses côtés, nous avons Guillaume Gauthier de chez Interbev, éleveur et président de la commission enjeux sociétaux, et Stéphane Joandel de la FNPL, donc Fédération nationale des producteurs de lait, et également président de la commission scientifique et technique de l'élevage et de l'environnement au CNIEL. Bonjour à vous. Première question, en quelques mots, qu'est-ce que pour vous un élevage résilient ? Maëva, je te laisse commencer. C'est moi qui commence. Oui. Pour nous, effectivement, un élevage résilient, c'est un élevage qui est capable de s'adapter ou en tout cas d'absorber tout ce qui va être les aléas. Par exemple, ça peut être des aléas qui peuvent être climatiques, ça peut être des aléas sanitaires, typiquement, ou économiques, sans pour autant que ça compromette à la fois sa performance, à la fois son résultat économique et ses résultats de manière générale. Merci. Eh ben, on va passer la parole à toi. Qu'est-ce que pour toi un élevage résilient ? As-tu quelque chose à rajouter par rapport à Maëva ? Il y a beaucoup de choses qui vont être dites et je pense qu'on va se répéter un petit peu. Pour nous, un élevage résilient, c'est un élevage qui peut anticiper, qui peut résister aux différentes crises, qu'elles soient sanitaires, climatiques, environnementales, etc. Et puis sociales aussi, parce qu'il y a cet aspect-là. Donc l'exploitation résiliente doit pouvoir être robuste sur ces points-là, notamment sur l'environnement, sur tout ce qui est crise sanitaire. Et là, on est en plein dedans, nous, pour l'élevage. Donc voilà, c'est quelqu'un qui anticipe et qui peut supporter et passer différentes crises. D'accord, merci Guillaume. Stéphane, quelques mots à ajouter par rapport aux différentes... Un élevage résilient, aujourd'hui nos animaux savent s'adapter, c'est à nous aujourd'hui de leur amener le meilleur confort par de la technique, par de la science aujourd'hui, et c'est vraiment à nous de les adapter. Et on dit souvent comme ça dans ce réchauffement, aujourd'hui on vit 2 hivers, on vit l'hiver qu'on avait l'habitude et on vit l'hiver du mois de juin au mois de septembre, et ça on sait adapter les choses par rapport à ce qu'on a travaillé. Et nos animaux répondent assez bien là-dessus, assez bien. Et un point pour avoir des animaux résilients et de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est de regarder ce qui se fait dans d'autres pays, parce que ce que vit la France actuellement, d'autres pays l'ont déjà vécu, et c'est d'aller chercher les connaissances qu'il y a dans d'autres pays. Je pense notamment à l'Afrique du Nord ou l'Afrique de l'Ouest, et on peut récupérer, avoir des éléments qui nous permettent que nos animaux passent. C'est à nous, éleveurs, de faire passer le cap à ces animaux, et nos animaux sont capables de produire. Merci. Et pour finir... Oui, juste pour compléter, sur la résilience, on met souvent en avant les questions de robustesse, Guillaume l'a dit, c'est-à-dire capacité à tenir le coup, les questions de flexibilité, c'est-à-dire pouvoir réagir vite s'il y a une sécheresse, rentrer les animaux, distribuer des fourrages stockés, et puis les questions aussi de capacité de transformation du système pour faire face aux aléas qui viennent ensuite. Merci beaucoup. La prochaine question est pour Guillaume. On parle d'élevage résilient, mais est-ce que la résilience est d'abord économique, environnementale ou sociétale ? Je l'avais un peu dit dans le mot d'intro, c'est qu'en fait la résilience elle est globale, elle ne peut pas être que sur une partie. Elle est aussi bien sur l'environnement, elle est aussi bien sur le sanitaire, je l'ai dit, elle est aussi sur l'économique et le social. Et c'est très très important qu'une exploitation, que les animaux, comme a dit Stéphane, puissent résister à tout ça. Donc il y a un aspect environnemental où clairement Interbev on y travaille beaucoup, on se repose sur un outil, sur Cap2ER justement, pour voir comment on peut améliorer. On est souvent attaqué sur des émissions, alors oui un ruminant il émet, et du coup on a des outils pour que l'exploitation elle peut être résiliente au niveau environnemental, sur des choses à mettre en place. Sur la partie économique, bien évidemment, aussi, pour plus de résilience, Interbev travaille aussi sur la contractualisation, qui est quand même important pour qu'un jeune puisse s'installer et puis pour qu'un éleveur puisse résister. Et puis sur les aspects
on va dire sanitaire, pour nous aussi, on travaille, alors peut-être plus au niveau européen par une casquette européenne, mais justement sur l'anticipation de toutes ces crises, et puis des vaccins qui arriveraient à disposition justement pour permettre que cette exploitation soit la plus résiliente possible. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Stéphane, est-ce que tu peux compléter? Ma question c'est, est-ce que tu peux être performant sans être résilient? Je répondrais oui. Oui, on peut être performant en étant résilient. Après, ça dépend comment on prend le dossier. Moi, le premier doit être économique. Le premier doit être économique avant tous les autres, parce que si on ne prend pas le dossier économique en premier, on fait des erreurs. Et il ne faut pas... on a des éléments où on a des expériences. Il faut que nos animaux soient bien nourris. Et ce qui est arrivé dans ce réchauffement, c'est vraiment les ventilations des bâtiments, tout ça. C'est la résistance au froid était bien moins compliquée que la résistance à la chaleur pour nos animaux. Et c'est de là. Mais il faut qu'on soit économique et qu'on ne fasse pas, j'ai envie de dire, de mon regard, de ce qu'on a vécu les premières années. Je pense à une grosse sécheresse qu'on avait eu, une grosse chaleur, c'était 2003, et qui a été très très dur pour nos élevages. Et c'est là qu'on a attaqué de comprendre. Et on avait tendance un peu à... je vais le dire comme ça, à les faire souffrir, à les mettre en pâture où il n'y avait plus rien à manger, mais c'était notre habitude, notre culture, et ça ne fonctionnait pas. C'est là qu'il faut un volet économique, et il ne faut pas que nos animaux, il faut toujours qu'on ait des animaux en bonne santé, tout le temps. Bonne santé, c'est l'accès à l'eau et à l'alimentation, et après ils passent le cap. Donc un élevage résilient aide à une meilleure performance économique. Oui. Et maintenant, on va passer au volet technique. Est-ce qu'on peut mesurer la résilience alimentaire ? Effectivement, oui, ça c'est quelque chose sur lequel, en fait, on mesure indirectement et directement. C'est-à-dire que on va regarder la résilience, c'est pas juste un indicateur qui va nous dire c'est 1 ou 0 ou peu importe. C'est vraiment un ensemble d'indicateurs qui vont permettre d'analyser de manière complète le système de l'élevage et sa résilience. Donc ça va être par exemple quand on va avoir un choc ou une crise sanitaire ou un épisode un petit peu de coup de chaud ou de coup de froid, tout à fait. Ça peut être regarder la lactation, comment va se comporter aussi la croissance des animaux, le GMQ, ça peut être la persistance laitière. Voilà, on va regarder vraiment un ensemble d'indicateurs qui vont prendre en compte à la fois tout ce qu'on vient de se dire, la partie économique, la partie performance zootechnique, la partie sanitaire et tout ce qui va être aussi lié à la mortalité, etc. Donc c'est un global plus qu'un indicateur un seul et unique. Oui, il y a de multiples indicateurs pour la mesurer. À prendre en compte, exactement. André, tu veux compléter ? Oui, c'est... Après, il y a beaucoup d'indicateurs, mais et là-dedans, il y a le lot d'indicateurs techniques comme l'autonomie alimentaire, fourragère, en concentré, etc. Plus on est autonome, moins on est sensible aux aléas du marché, à la sécheresse, aux aléas climatiques, etc. Puis il y a aussi les questions de niveau de chargement possible par rapport au référentiel, de façon de ne pas être trop chargé et donc de ne pas prendre notamment les aléas climatiques de plein fouet. Très bien. Donc, si je vous entends bien, la résilience, c'est la capacité de durer dans un contexte d'incertitude. Mais durer suppose de concilier performance, carbone et bien-être animal. Je sais qu'au niveau des différentes interprofessions, vous avez mis en place des outils. Est-ce que vous pouvez nous en parler et est-ce qu'il faut faire un arbitrage entre le carbone, le bien-être et l'économie ou les trois peuvent se concilier de nouveau ? Moi j'ai envie de dire les trois peuvent se concilier. Après c'est nous éleveurs aujourd'hui où on met des priorités. On ne peut pas mettre une priorité, alors je ne veux pas provoquer, mais sur le carbone aujourd'hui au détriment de l'économie. Pour moi, le socle est quand même l'économie et le bien-être de nos animaux. Et après, on adapte au fur et à mesure. Et vous l'avez souligné, on s'est emparé, notamment l'interprofession, que ce soit CNIEL et Interbev, il y a très longtemps qu'on travaille le stockage carbone, puisqu'il y a une demande politique là-dessus. Mais on voit, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille avec Albezer, on voit l'évolution parce que le réchauffement climatique nous permet, ou nous oblige aussi, nous oblige à s'adapter. Et c'est peut-être pas tout à fait la vision qu'on avait vue il y a 10 ans, mais on est obligé de s'adapter. On est obligé d'adapter, on est obligé de garder, et ça c'est les fondamentaux, une ferme économique et des animaux en bonne santé. Voilà. Mais ça fonctionne. On a l'intelligence et je peux vous dire, suivant les régions de France, nos éleveurs ont une capacité d'adaptation qui est impressionnante. J'ai évoqué 2003, ça fait 23 ans, mais nos éleveurs ont su s'adapter, ont su se modifier et ont su faire face à ces défis-là et feront face à d'autres défis. On voit bien les défis qu'on a fait face cette année 2025 sur le sanitaire. Nos éleveurs savent relever ces défis-là avec des appuis, de la connaissance, avec des choses conseillées, mais on sait faire. Mais après, on a des priorités.
Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les démarches que vous avez mises en place justement pour répondre à ces problématiques Les démarches qu'on a mis en place, alors là je vais peut-être, parce que c'est multiple au niveau français, mais si je reviens à mon exploitation, zone de montagne, on avait un énorme souci, mon exploitation était basée sur de l'herbe, 100% herbe. Et l'herbe aujourd'hui, et je l'ai souligné, je sais que ça fait des fois, ça interpelle, c'est pas l'eau qui manquait pour faire pousser l'herbe, c'était la chaleur. La chaleur empêchait l'herbe de pousser et on avait perdu dans notre jargon cette autonomie alimentaire qu'on évoque. Et on a besoin d'autonomie alimentaire pour nos animaux. Qu'est-ce qu'on a fait nous? On est revenu à faire une plante, on a demandé donc via les conseils de Lidl et beaucoup d'autres, une plante aujourd'hui où on puisse faire du stock. La plante qui est sortie, c'est le maïs. Et on a adapté notre exploitation en polyculture élevage. Et je le souligne, moi aujourd'hui je refais du maïs. Derrière le maïs, une céréale à paille. Et après je reviens en herbe. Et bien, il y a eu une modification importante. Mais même au niveau, je le souligne parce que LPO est venu l'autre jour, la LPO, au niveau environnemental, on a modifié les choses. Mais ça a été un vrai gain pour la biodiversité. Mais ça, on ne l'avait pas du tout anticipé et on était plusieurs exploitations parce qu'on s'est adapté. Et là, on a fait un vrai travail de la polyculture élevage et je le souligne parce que je pense que c'est un des systèmes le plus durables au monde. Et là, on a modifié les choses. Mais voilà, on a modifié, comme la terre s'est modifiée tout le temps, c'est là qu'il faut. Il ne faut surtout pas, dans votre question, moi je le perçois comme ça en tant qu'éleveur, essayer de mettre la France sous cloche. C'est la plus grosse erreur qu'on fera. Il faut toujours être évolutif dans tous les schémas et tout se suit. Et tout se suit. Sans modification, il n'y a pas de destruction de l'environnement, il y a de la modification qui fait partie de notre existence. Très bien, merci. Et au niveau, je vais peut-être passer la parole à Guillaume, au niveau du bien-être animal, qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour continuer à être résilient au niveau de l'élevage? Il y a un dispositif et un outil qui s'appelle BioWell qui est mis en place aussi bien dans l'interpro laitière ou Interbev. Qui permet de quantifier le bien-être animal entre guillemets, mais par rapport à votre question, je pense qu'on ne peut pas mettre soit d'un côté, et tu l'as dit, soit l'environnement, soit le bien-être animal, soit la performance, parce que de toute façon on se rend très vite compte que tout est intimement lié. C'est intimement lié parce que dans nos outils sur l'environnement, ça permet de voir qu'il y a des capacités d'adaptation, de modification qui permettent aussi de dégager de la performance économique, d'être plus efficient, moins émetteur et de gagner un peu plus, même si ça demande de l'argent pour le mettre en place. C'est une transition assez longue, on travaille sur du vivant, c'est pas en claquant des doigts qu'on peut y arriver, donc il faut aussi qu'il y ait une couverture un peu financière pour l'éleveur. Et puis sur le bien-être animal, c'est ce qu'on dit, quoi. Quand un animal il est bien, il est aussi plus productif, l'éleveur est aussi très bien et du coup les prises de décision sont les meilleures possibles. Donc c'est vraiment ce travail-là de concilier et environnement et bien-être animal. On le fait quand on fait nos concertations des ONG, quand on les rencontre, on fait une fois par an et ça sera demain midi qu'on va toutes les rencontrer sur son Interbev et ça sera les ONG environnementales et les ONG bien-être animal. Et ce qui est très important, c'est que les deux se parlent et que nous, on échange aussi avec nos référents bien-être animal parce qu'on crée des liens souvent très importants et on s'aperçoit que si on modifie quelque chose sur l'environnement, de temps en temps, ça a un vrai impact sur le bien-être animal. Si on modifie quelque chose sur le bien-être animal, mais sans penser au côté environnemental, ça a un vrai impact sur le côté environnemental. Donc c'est vraiment cet aspect global qu'il faut faire et c'est ce qu'on essaye aussi de faire Interbev. Je vous remercie pour votre réponse, puisque en effet ma question était provocatrice volontairement, puisqu'il ne faut pas prendre plus le carbone ou le bien-être animal et l'économie. Les trois vont ensemble et si les trois ne vont pas ensemble, il y aura un dysfonctionnement. Je vais me tourner maintenant sur le volet technique. Donc Maëva, au niveau de Timac Agro, donc comme je le rappelais tout à l'heure, tu travailles sur l'alimentation, la complémentation. Donc l'efficacité alimentaire est-elle aujourd'hui le principal levier bas carbone ou il peut y avoir également d'autres leviers que vous mettez en place chez Timac? Alors c'est vrai que c'est une très bonne question pour le coup. On le sait aujourd'hui effectivement le levier alimentaire c'est un des leviers. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est le seul et l'unique parce qu'encore une fois on raisonne dans un système complet donc on l'a vu il y a quand même beaucoup d'aspects à prendre en compte. Par contre on sait que c'est quand même un aspect sur lequel on va pouvoir travailler. Nous c'est vrai que chez Timac Agro France on a cette particularité c'est qu'on peut travailler à la fois sur le sol, sur la plante et sur l'animal. Donc ça nous permet d'avoir cette vision complète de notre système et c'est un des leviers qu'on vient actionner évidemment à travers la complémentation. On n'est pas fabricant d'aliments, mais à travers la complémentation, on vient aider nos animaux à être plus performants.
L'objectif, c'est quoi? C'est derrière d'avoir un animal qui soit plus performant, donc soumis derrière à moins d'émissions, en tout cas à mieux valoriser sa ration, à mieux valoriser aussi l'intégralité de ses éléments. Ça peut être l'eau, ça peut être un peu tout ce qu'il a à disposition, pour que justement il soit plus performant et plus résilient et aussi en meilleure santé. Merci. Et du côté de l'IDEL, comment vous accompagnez les éleveurs sur l'efficacité alimentaire et le bas carbone? Sur ces deux aspects, sur notamment le carbone, on a développé, c'était mentionné, l'outil Cap2R qui permet de faire une audit carbone d'une exploitation d'élevage et qui aujourd'hui est très reconnu parce qu'il y a plus de 50 000 diagnostics qui ont été réalisés en France. Et donc à travers cet outil, il y a un certain nombre d'indicateurs environnementaux, mais qu'on regarde aussi par rapport à la technique et donc ça va aussi dans le sens de la performance. Et par rapport à l'efficacité alimentaire, on a aussi eu pas mal de travaux là-dessus. On montre que lorsqu'on regarde les animaux, entre les animaux les plus émetteurs et les moins émetteurs, entre les plus efficaces et les moins efficaces, il y a à peu près 15% de différence sur l'efficacité alimentaire. Et donc il y a capacité à sélectionner les animaux là-dessus afin qu'ils soient plus efficaces. Et souvent, lorsqu'ils sont plus efficaces, ils émettent aussi plutôt moins de méthane. Donc il y a quand même là aussi convergence d'intérêt. Très bien, merci. Ma question suivante, c'est que vous travaillez en direct avec les éleveurs, Timac Agro France. Comment vous faites pour que les produits que vous proposez ou les recherches que vous effectuez collent avec la réalité terrain? Parce que souvent on dit vous travaillez dans des bureaux mais vous ne connaissez pas vraiment ce qui se passe sur les terrains. Donc il me semble que vous avez vous avez des personnes qui sont sur le terrain pour bien respecter les attentes des éleveurs. Tout à fait, effectivement, nous c'est vrai qu'on a la chance et la particularité de Timac Agro France, c'est d'avoir quand même des experts qui sont présents au quotidien auprès de nos éleveurs. On a quasiment 2000 agriculteurs qui sont visités tous les jours par nos experts justement sur le terrain. Et en fait c'est grâce à eux, et je le dis bien, c'est grâce à eux aussi qu'on va avoir les remontées des besoins, des problématiques, du contexte. Ils sont un petit peu nos yeux et nos oreilles sur le terrain pour se dire qu'on n'est pas détaché en termes de développement et d'innovation sur ce qu'on propose. Donc ça, c'est vraiment la chance qu'on a et notre particularité chez Timac Agro France. Et on a aussi un gros avantage, c'est qu'on a un centre du coup mondial de l'innovation qui nous permet aussi du terrain vont émerger les idées. Nous, notre gage, c'est de les faire remonter pour les proposer derrière à l'innovation. Et ensuite, c'est vraiment un système qui fonctionne en entier et qu'on est relié. C'est-à-dire qu'ensuite, l'innovation va développer les produits en lien avec les problématiques des agriculteurs et ou des éleveurs. Merci. Et j'avais une question pour vous, André. Comment faites-vous et quelle est la complémentarité entre la recherche privée et la recherche plutôt avec les éleveurs? Parce que vous êtes une recherche privée mais plutôt institutionnelle et vous travaillez directement avec les éleveurs. Donc comment voyez-vous cette différence et la complémentarité que vous pouvez avoir avec Timac Agro? Je pense que, effectivement, vous faites bien de souligner, d'abord l'innovation, elle est partout, quoi. C'est pas descendant. L'innovation, on a dans les laboratoires de recherche, les fermes expérimentales, les fermes d'éleveurs, et où les éleveurs, avec leur intelligence, leur sens pratique, font aussi sens et développent beaucoup d'innovation. Alors par rapport à la recherche privée, moi je pense que chacun son job, etc. Il y a des moments où ça vaut le coup d'avoir la recherche collective, qu'on appelle aussi pré-compétitive, c'est-à-dire on met les moyens ensemble pour trouver des solutions. Par exemple, le projet Métal 2030 est un petit peu en ce sens. Et puis après, chacun joue sa partition. Il peut y avoir tout à fait la recherche privée pour développer des solutions qui sont rémunérées par le marché. Et dans ce cadre-là, on peut aussi, à un certain moment, avoir des collaborations entre les opérateurs publics, professionnels et privés, dans le sens, à condition d'aller dans le sens commun. Très bien, merci. Maëva? Et c'est vrai que pour le coup, on n'est pas juste côté centre de recherche, c'est très justement dit, hein. On a même collaboré pour le coup avec l'IDEL. C'est aussi la chance qu'on a, c'est de pouvoir mettre en place à la fois des recherches privées, donc vraiment nous, et effectivement collaboratives avec donc, des partenaires de prestige tels que l'IDEL ou d'autres instituts techniques avec lesquels on peut collaborer. Très bien. Donc si je résume, on ne doit pas faire de choix entre le carbone, la performance et le bien-être animal. L'objectif d'un élevage résilient, c'est surtout la rémunération de l'éleveur derrière. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a une vraie problématique au niveau du renouvellement des générations. Donc ma dernière question à vous quatre est, si vous deviez donner un conseil aujourd'hui à un jeune éleveur qui s'installe, comment vous l'accompagnerez sur le volet résilient et quels conseils vous lui donneriez pour qu'il soit davantage performant? Alors déjà, je lui dirais que le carbone n'est pas forcément la seule problématique niveau environnemental et je lui expliquerai que
que ce qu'il y a sous les pieds des vaches est bien plus important et la biodiversité est très très important. Donc, parce que je réagissais et je ne l'ai pas fait avant, mais c'est vrai que mettre l'environnement que via le carbone, voilà, ça me semble trop réducteur et voilà, je pense que on a des choses très très positives par rapport à nos filières ruminants et c'est très important aussi de le dire que tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est fait au niveau environnemental est aussi très très important. Ce que je dirais à un jeune pour qu'il s'installe dans quelque chose le plus résilient possible, c'est qu'il prenne son temps de se poser, de réfléchir à comment son exploitation pourrait anticiper les crises. Crise climatique, crise sanitaire et crise économique. Clairement avec des partenaires financiers qui pourraient être là, peut-être des nouvelles formes de partenariats financiers aussi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la reprise d'une exploitation est quand même très très élevée. Sur l'aspect environnemental et bien-être animal, j'aimerais bien lui expliquer qu'en fait tout est lié et que du moment que ces animaux sont en bonne santé, qui gèrent l'environnement en bon père de famille, que ça repose sur de la prairie, etc., lui sera bien et il sera performant. Voilà ce que j'essaierai de lui dire. Alors après c'est très réducteur, on aura une discussion un peu plus longue quand même sur tout ce qu'il doit anticiper. Mais voilà, je pense qu'il faut être prêt à tout, il faut faire en sorte que son exploitation elle puisse résister dans le temps, qu'elle soit la plus robuste possible. Merci Guillaume. Bon, j'enchaîne, du coup je me permets messieurs. Moi je lui dirais de ne pas négliger l'intégralité de son système et de différents piliers, donc à la fois cette approche effectivement sur son sol, sur sa disponibilité, sur ses cultures, à la fois aussi sur ses animaux, on l'a dit, pour avoir des animaux qui soient robustes et en bonne santé. Et je lui dirais aussi qu'il fait partie intégrante de son système et que l'éleveur en tant que tel est un pilier majeur. Donc pareil, de travailler à sa propre résilience parce qu'effectivement c'est lui qui va porter l'intégralité de son système et de son avenir. Sur le dossier-là, oui, le renouvellement des générations. Alors, on dit beaucoup le renouvellement des générations est peut-être compliqué. Je ne sais pas s'il est si compliqué que ça. Il faut qu'on l'a vraiment dans notre ligne de mire, nous syndicalistes qu'on présente. Après, on a une pyramide des âges qui arrive beaucoup à la retraite et il faut qu'on renouvelle. La première chose, je reviens sur ce qu'a dit Guillaume, c'est vraiment de prendre son temps. De prendre son temps. Un projet d'installation, s'il prend 12 à 15 mois, c'est le temps qu'il faut quand même pour qu'il soit bien réfléchi. Après, on a quand même un savoir-faire, on a des instituts, on a la recherche aujourd'hui, et c'est de savoir se projeter. On a su faire face, et nos jeunes sauront faire face. Voilà, c'est bien d'être conseillé pas par nos banques, conseillé par nos chambres d'agriculture, mais vraiment conseillé, essayer, et là j'aimerais vraiment qu'on y arrive, à anticiper. On a beaucoup de mal dans cette société à anticiper, à se projeter à demain. On a beaucoup de mal aujourd'hui en 2026 de dire qu'est-ce qui sera en 2032, 7 ans, 6-7 ans, voilà. Et c'est là, il faut qu'on anticipe. Et nos jeunes passeront cap. Moi, je suis pas du tout inquiet, sauront faire des installations, on installera des jeunes aujourd'hui. Il faudra toujours de l'économie, mais voilà. Parce que notre mission première, on l'a souligné, vous avez dit j'ai essayé de faire une question provocatrice, alors voilà, mais c'est bien, et j'ai apprécié, il faut prendre toujours dans un ensemble. Quand on prend qu'un point, de toute façon, on sort toujours le négatif. Quand on prend dans l'ensemble, on regarde le positif et le négatif aujourd'hui. Et on s'aperçoit que l'élevage a beaucoup d'atouts positifs. Et notre mission première, quand même, je tiens à le souligner, c'est quand même de nourrir cette population. Ça, c'est notre mission première. On a l'impression que c'est acquis, puisque nos parents et nos grands-parents ont relevé ce défi-là, mais elle est fragile quand même, et essayons de la garder tous ensemble. Merci. Juste pour compléter, ne pas redire les mêmes choses, je pense qu'effectivement il faut se projeter, intégrer la question du changement climatique, les questions sanitaires, les questions du bien-être animal, c'est un sujet, donc il faut s'en préoccuper lors de l'installation. Et puis moi, après je suis très sensible au système que je dis productif, équilibré, respectueux de l'environnement et ça permet souvent de combiner à la fois la performance économique, la production. Ce que Stéphane a dit, c'est important de produire parce que on dit il faudrait réduire, pour faire bien l'environnement, il faudrait réduire la production agricole de 30%. Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il faut produire et combiner performance technique et environnementale. Si je peux juste me perdre, désolé ça se fait pas, mais et allons voir ce qui s'est passé ailleurs. Ouvrons-nous. Moi, j'y tiens énormément. Je suis un des convaincus que le continent africain peut nous apporter beaucoup de choses. De ce qu'on a vécu sur le sanitaire, la DNC, certains ont dit, vous allez avoir la DNC, ils annonçaient 2023, elle arrive en 2025. Essayons d'anticiper, et moi, j'en reste, et c'est vraiment un convaincu que cet échange sud-nord et nord-sud peut apporter beaucoup de choses. Ne réinventons pas, voilà. On peut aller chercher ce qui se passait là-bas. Donc si je résume, il faut prendre son temps,
Il faut vraiment regarder tous les aspects. Donc depuis tout à l'heure, je vous demande de faire des choix, mais en effet, il n'y a pas de choix à faire. L'environnement ne se résume pas au carbone, il y a plein de choses, la biodiversité. Donc pour un élevage résilient et un élevage performant, ouvrez les yeux, allez voir ailleurs et surtout n'hésitez pas à échanger avec les 4 personnes qui sont en face de vous puisqu'ils peuvent vous apporter beaucoup de connaissances. Donc un élevage résilient, oui, mais pour une meilleure performance et une meilleure rémunération de l'éleveur.